et sous scanner. On connaît la lourdeur du geste sous scopie, la lourdeur des tabliers de protection qui, en sortant de la salle de radiologie, on avait les épaules qui tombaient. Il n'y a plus d'irradiation du patient avec l'échographie. Il n'y a plus d'irradiation du médecin, et ça c'est immense. Il y avait aussi le risque de produits de contraste qui nous faisaient trembler, parce qu'il y avait toujours le risque de choc, qui parfois peut être très grave. Les particularités des gestes écho-guidés au niveau de la hanche, c'est que c'est une articulation qui est profonde. Il y a la proximité des gros troncs vasculaires et nerveux du membre inférieur. Il y a une immense influence du morphotype du patient. Entre un patient fin et musclé et un patient obèse, il y a une grande différence dans la facilité du geste, parce que la visibilité de la capsule et des structures qu'il faut infiltrer est très très faible chez les patients qui sont obèses. Alors, c'est des gestes qui sont peu fréquemment faits, parce qu'on a toujours eu une peur de la hanche. La hanche, articulation pseudo-sacrée, très profonde, il y a les vaisseaux à côté, et peu de médecins s'aventurent à faire l'infiltration de la hanche. Donc la fréquence des infiltrations, elle est très très faible par rapport à ce qu'on fait au niveau des genoux et des épaules, ce qui influence la courbe d'apprentissage des médecins. Donc ils n'ont pas facilement la main, et à chaque fois, donc c'est une reprise d'une expérience nouvelle qui peut faire hésiter le rhumatologue et préférer donc confier son patient au radiologue, chose qu'on devrait ne pas faire. Alors, par rapport aux particularités du geste au niveau du cabinet, il n'y a pas, moi j'ai une petite expérience du cabinet, je suis toujours imprégnée des attitudes de l'hôpital, donc, et je constate qu'il n'y a pas une grande différence entre l'hôpital et le cabinet en ce qui concerne l'infiltration. En ce qui concerne l'infiltration de la hanche, peut-être du fait que notre hôpital n'était pas très doté en moyens d'asepsie sophistiqués, les caches-sondes, le gel stérile, et il faut dire que ces produits ne sont pas facilement accessibles au Maroc, on ne les retrouve pas facilement. Il y a quelques sociétés qui les font, et puis ils sont très chers, ils reviennent chers par rapport à un geste. Peut-être qu'il faudra agir dans ce sens pour faire baisser les prix, pour que les sociétés importent ou fabriquent ces caches qui sont simples. Alors, les moyens, il y a aussi, par rapport à l'hôpital et le cabinet, au cabinet, généralement, on n'a pas d'aide. Ils sont rares, les rhumatologues qui ont un infirmier au cabinet qui peut les aider dans les gestes. Et donc, par rapport à l'hôpital, il y a le personnel. Et on apprend donc une autre façon de faire pour l'asepsie, pour faire le geste. Au cabinet, les moyens d'asepsie sont très simples, sont plus simples, sont simplifiés, avec l'accord des recommandations professionnelles. On fait plus attention au coût du geste au niveau du cabinet. À l'hôpital, c'est le chef ou le médecin-chef de l'hôpital qui fait attention. Les médecins profitent de la largesse de l'hôpital. Donc, au cabinet, on fait attention à la facturation, on fait attention au prix du matériel, et on fait attention aussi au temps accordé au geste. Donc, s'il est long, ça va impacter sur les consultations au cabinet. Alors, pour pratiquer l'infiltration de la hanche, il y a des prérequis fondamentaux. On ne peut pas faire de gestes
surtout au niveau de la hanche, si on n'a pas une connaissance de l'anatomie et de l'éco-anatomie. Donc, on va faire un bref rappel de l'anatomie de la hanche. Donc, la hanche est une articulation donc profonde. Elle est bien enfouie sous des muscles puissants, notamment le psoas iliaque, le sartorius et les droits fémorales avec son tendon épais, son double tendon épais. Alors, on remarque le psoas iliaque avec sa bosse. Ici, cette bosse, c'est la tête du fémur. Le psoas iliaque, il recouvre la tête, il descend sur le col et on va voir après qu'on le retrouve toujours sur notre chemin en faisant l'infiltration. Donc, l'aiguille, elle pénètre généralement par là, donc traverse ce tendon épais et traverse aussi le muscle psoas iliaque avant d'arriver au récessus. Le récessus articulaire, il est là, donc il y a une capsule qui va du cotyle vers le grand trochanter. Elle est renforcée par le ligament iliofémoral, qui est un ligament qui est très puissant et qu'il faut donc perforer en entrant vers l'articulation, ce qui n'est pas toujours facile. On le voit ici. Il y a la petite bourse psoas et il y a le pédicule vasculaire qui est très important, très gros, qu'il faut savoir éviter, mais on l'évite facilement. On voit que nous, on entre par exemple par là et que le pédicule, il est là. Donc, un rapide repérage et on s'en éloigne facilement. Mais il y a des petites artères, c'est l'artère circonflexe latérale qui part ici, qui va entre le droit fémoral et le psoas iliaque, et celle-là, elle est sur le trajet, on va le voir. Donc, c'est avec celle-là qu'il faut faire attention en faisant notre geste. Pour l'éco-anatomie, donc, je pense que la plupart d'entre nous savent faire l'échographie de la hanche. Donc, la sonde est posée sur le col fémoral, parallèle au col fémoral. La position du patient, membre inférieur en extension, légère abduction et légère rotation externe. Et le résultat, il est là. Donc, on doit avoir cette image. C'est l'image de l'articulation de la hanche. Donc, on a le col fémoral, la tête fémorale. On a la capsule renforcée par le ligament. On a les replis synoviaux ici. Le muscle psoas iliaque qui se termine sur le petit trochanter. Le muscle droit fémoral qui vient comme ça et se termine par un ligament sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Et il y a le sartorius qui traverse obliquement la cuisse. Donc, il faut avoir cet alignement du col, de la tête, et il faut essentiellement, pour faire un geste sur la hanche, il faut visualiser absolument la capsule. Si on n'a pas la capsule, et ça c'est important chez les patients obèses, si on n'a pas la capsule, on ne peut pas savoir où on va. C'est la capsule qui détermine donc la qualité du geste et qui nous permet donc de savoir qu'on est bien dans l'espace articulaire. Alors, on choisit de faire le geste à ce niveau, au niveau de cette concavité, parce que c'est épais, ça permet à l'aiguille d'entrer et on est à l'aise. Parfois, certains auteurs préfèrent venir par là, mais ici, la capsule, elle est presque plaquée contre la tête. Donc, on n'arrive pas à passer facilement en intra-articulaire. Donc, toujours l'aspect échographique de cette articulation, de la capsule. Ici, l'articulation en rotation externe, et on voit que la capsule, elle est concave. En rotation interne, elle bombe. Ça peut permettre de ramasser le liquide et la synoviale
et de s'assurer de l'épaississement ou non, parfois qui sont discrets. Donc quand on fait une rotation interne, on a une meilleure idée sur l'épaississement. Et puis il y a la coupe axiale sur le col. C'est la perpendiculaire de la coupe longitudinale qui visualise la tête, le col fémoral, la corticale du col fémoral et la capsule. Et on retrouve nos muscles, le droit fémoral, l'iliopsoas en interne et le sartorius en haut. Alors, ici, donc, cette coupe est intéressante à connaître pour les gestes qui peuvent se faire rarement par voie latérale et non pas par voie antérieure. Dernier repérage qu'il faut faire avant de passer au geste, c'est le repérage vasculaire. Donc là, on voit le gros tronc vasculaire de l'artère fémorale avec ses deux branches, en longitudinal, en axial, la veine, l'artère, en partant de la partie interne du pli inguinal vers la partie externe, donc la veine, l'artère et le nerf qui sont de l'intérieur vers l'extérieur ainsi disposés. Et donc ça, c'est les gros troncs, on les visualise et pour mieux les éviter. Donc on se décale vers l'extérieur facilement pour les éviter. On les évite parce qu'ils sont assez internes. Donc la coupe à travers laquelle on va faire notre geste, c'est celle-là. Et on voit la petite artère circonflexe latérale au-dessus de l'iliopsoas et sous le droit fémoral. Elle est ici et on voit le trajet présumé qu'on a tracé ici. Il est à proximité. Donc ça, c'est pas toujours, il y a beaucoup de variantes physiologiques. On peut ne pas avoir cette artère beaucoup plus basse et très loin du lieu de la ponction et on travaille à l'aise, mais parfois elle est très proche et donc il faut faire attention. Alors, le rappel des autres régions de la hanche. Alors, qui dit hanche ne dit pas uniquement le récicus articulaire, parce que la pathologie périarticulaire et la pathologie des autres structures de la hanche sont très fréquentes et ils sont souvent à l'origine des douleurs au niveau de la hanche. Donc, on peut commencer par... Pardon. Le tendon du droit fémoral qui s'insère sur l'épine iliaque. Il y a souvent des calcifications qui peuvent être à l'origine des douleurs de la face antérieure de la hanche. Le labrum qui peut être dégénératif et parfois avec des kystes, on verra sur d'autres cas, et qui peut donc être traité par ponction-infiltration, là aussi directement. Ici, c'est le plus fréquent, c'est les tendinites et les tendinopathies des moyens glutéaux, le moyen glutéal, le petit glutéal en coupe axiale avec la bandelette iliotibiale. Et là, un petit nerf sur la partie supérieure de l'épine iliaque antéro-supérieure, sous le ligament inguinal, il y a le nerf fémoral superficiel qui est à l'origine de l'améralgie paresthésique et qu'on peut traiter par une infiltration à proximité qui peut soulager comme un syndrome canalaire, comme tous les syndromes canalaires en fait. Alors les principales indications des ponctions-infiltrations de la hanche, ça dépend du recrutement des médecins, mais généralement que ce soit à l'hôpital ou au cabinet, c'est les coccytes rhumatismales, soit inaugurales, soit sur un terrain déjà connu, essentiellement les spondylarthropathies qui échappent au traitement de fond et pour lesquels on préconise des infiltrations corticoïdes, soit des coccytes microcristallines, plus rarement, et actuellement, de plus en plus, la coxarthrose, avec l'introduction de l'acide hyaluronique comme traitement dans l'arthrose de la hanche, qui est de plus en plus pratiquée, et donc la coxarthrose devient une étiologie fréquente des infiltrations de la hanche. Il y a les bursopathies
antérieure et surtout latérale, les tendinopathies antérieures et surtout latérales. Il y a plus rarement la méralgie parasthésique, la pathologie du labrum et les conflits antérieurs ou latéraux sur une hanche normale. On ne parle pas des hanches prothétiques. Ailleurs, sur les conflits avec la prothèse, ils font des infiltrations, chose que je pense qu'on ne peut pas s'aventurer à faire quand on n'a pas la main. Alors, quelques pathologies. Ici, une coxite inaugurale chez un jeune patient avec suspicion d'infection qui m'a été confiée par mon ami Dr Hadiri, chez laquelle on a fait la ponction, dont on verra les images et la vidéo. Ici, c'est une coxarthrose du professeur Mbouaza avec des corps étrangers qui ont été découverts à la radio et confirmés à l'échographie, avec plusieurs corps étrangers ici, au-dessus du labrum et ailleurs, au niveau des deux hanches, chez un homme d'âge moyen. Ici, une bursite infectieuse qui a été ponctionnée, iliopsoas, sous l'iliopsoas. Ici, un kyste du labrum qui était à l'origine de douleurs qui étaient prises pour des coxarthroses, alors que la hanche était tout à fait normale sur plusieurs examens. Donc, c'était un kyste sur un labrum dégénératif. Là, des calcifications au niveau du droit fémoral. En latéral, calcification du moyen glutéal, bursite superficielle du moyen glutéal sous la bandelette iliotibiale qui répondent très bien aux infiltrations corticoïdes. Alors, la préparation du geste proprement dite, quelques précautions générales qui sont recommandées, qui ne sont pas toujours faites. Donc, au cabinet, on n'est pas à l'hôpital, on n'a pas de moyens de réanimation, on n'a pas de prise en charge multidisciplinaire. Il faut s'entourer d'un minimum, au moins que l'on soit rassuré d'avoir des moyens, ou s'il y a un contrôle, qu'il y ait des moyens même élémentaires. Donc, l'adrénaline, qu'il ne faut utiliser que si on est vraiment sûr qu'il s'agit d'un choc anaphylactique et non pas un choc vagal. Donc, très prudemment. Du sérum salé avec sa tubulure, des seringues sous-cutanées, un corticoïde à action rapide. Alors, la préparation du patient, bien sûr, il faut avoir son accord. Et après l'avoir renseigné sur la procédure et sur le geste qui va être fait et comment il va être fait, rechercher les contre-indications. Il y a des contre-indications absolues. C'est des infections importantes, graves, évolutives, sauf si le geste lui-même est un geste diagnostique d'une infection. Il y a des contre-indications relatives, donc rechercher systématiquement le diabète. Pour le diabète non insulinodépendant dépendant type 2, il faut qu'il soit équilibré en pré- et en post-geste. Généralement, on admet qu'on ne peut faire le geste que si l'hémoglobine glyquée est autour de 7. Si c'est un diabète de type 1, insulinodépendant, il faut avoir l'accord et l'accompagnement de l'endocrinologue avant et après le geste. Il faut rechercher aussi les allergies et rechercher la prise d'anti-agrégants comme pour tout geste, donc les antivitamines K, l'hémoglobine, l'héparine à bas poids moléculaire. Alors, essentiellement, donc, les antivitamines K, on arrête et on remplace par l'héparine, et on arrête l'héparine 12 heures avant, avec un INR inférieur à 5. Pour l'aspirine, à moins de 325 mg, il n'y a pas de contre-indication. On peut faire tous les gestes, même au niveau de toutes les articulations profondes. Pour les autres, il faut avoir la gestion du cardiologue et son accord. Donc, les allergies. Alors, les allergies, il faut les rechercher. C'est important. C'est essentiellement les anesthésiques locaux. Alors,
moi, je demande à mes patients, est-ce qu'ils font des soins dentaires régulièrement? Est-ce qu'on leur fait une anesthésie? Donc, je suis sûre qu'ils ont déjà reçu de la xylo sans problème à plusieurs reprises. J'ai moins de risques que chez quelqu'un qui va faire la xylo pour la première fois. Et dans ce cas, on peut, par exemple, pas pour la hanche, sauf cas majeur où une ponction doit être faite dans un but diagnostique, on peut ne pas utiliser d'anesthésique injectable, utiliser juste des moyens simples, superficiels, si c'est possible. Les allergies aux produits désinfectants, les plus connues sont celles qui sont à la bétadine, et donc la remplacer par la chlorhexidine, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de produits à base de chlorhexidine au Maroc, l'exomidine, mais elle n'est pas assez épaisse pour permettre également la fluidification et la visualisation de l'image. Septivant est toujours en rupture, il est intéressant. Alors, chez le sujet anxieux, avec un terrain allergique, on préconise de donner un comprimé d'Atarax la veille et un comprimé d'Atarax le matin. Mais dans les effets secondaires de l'Atarax, il y a le choc anaphylactique lui-même. Donc, parler au malade, le rassurer, l'hypnose qui est en vogue peut être utile. Est-ce que les rhumatologues doivent s'y mettre? Ça peut être intéressant, on l'a vu dans certains congrès. Faire voir la progression de l'aiguille au malade est paradoxalement rassurante chez le patient quand il voit l'image de l'introduction de l'aiguille, il est rassuré, il est calme. Alors, on passe aux gestes, les préalables aux gestes, les mesures d'hygiène, l'ergonomie. L'installation du patient, donc on a le choix entre, selon l'installation de chaque cabinet, des tables à hauteur modifiable, c'est bien, donc ça permet surtout pour le médecin d'être à l'aise. Travailler debout pour la hanche, c'est important, on ne peut pas travailler assis parce qu'il faut une force pour faire entrer l'aiguille. Le patient est assis en position allongé en position semi-assise. Ici, une image de mon amie Houria Alaoui qui fait des gestes sur la hanche dans son cabinet. La table propre. Selon la hanche droite ou gauche, si c'est la hanche droite, on s'installe du côté droit avec l'écran à côté et la table derrière, comme ceci. Si c'est la hanche gauche, on s'installe de l'autre côté, l'écran en face et on tourne l'écran, et la table à droite du médecin. L'installation du malade, donc on en a parlé. L'éco-repérage, l'image qu'on a vue, donc bien visualiser la capsule, c'est l'élément important dans l'éco-repérage. Évaluer l'angle d'entrée de l'aiguille, c'est important parce qu'on on trace une ligne vers la peau et on a une idée sur comment on va faire introduire notre aiguille à travers la peau. Donc une évaluation, généralement c'est entre 50 et 60 degrés. Et mesurer le trajet pour mesurer la longueur de l'aiguille, mais en général on utilise des trocars de ponction lombaire. Donc là, les repères qu'on a vus tout à l'heure, l'éco-repérage sur le patient avec la sonde en place, on trace des lignes. On fait une première désinfection alcool bétadine. Puis, on prépare la table. Alors, sur la table, un bout de la table avec un champ stérile ou parfois on utilise l'enveloppe des gants pour, quand on est seul, quand on travaille seul, il faut utiliser la technique dite de non-touche. C'est-à-dire ne toucher ni seringue, ni aiguille, ni malade, ni produit, ni compresse. On ouvre et on jette sur le lieu stérile. Donc on ouvre
les seringues, on ouvre les compresses, on met la bétadine largement, l'alcool, on laisse quelques compresses sèches, on ouvre les gants et on les place, on ouvre les produits d'infiltration et on les met sur le champ. On ouvre l'hexatrione s'il s'agit de l'hexatrione. On fait une asepsie de la xylo à 1% avec une compresse de bétadine. On met les gants. Et puis là, c'est juste pour vous montrer les différents types de trocars qu'on utilise, de la rose, la blanche, la jaune et la noire. La rose, c'est la plus grosse et on la garde plutôt pour les ponctions. Alors, deuxième désinfection du patient et de la sonde, désinfection de la sonde. Donc, le médecin est là, ses gants. Maintenant, il va commencer à avoir la technique du non-touche, donc il ne doit rien toucher. On prend les compresses avec leur bétadine et on met une compresse sur le bout, une autre compresse, on nettoie avec le câble et le reste de la sonde. Moi, je la suspends parce que si je la mets sur le bord n'est pas stérile. Je la suspends, donc je suis sur de l'asepsie de cette partie. Alors, quand je travaille sur l'autre côté, je la suspends à une potence. Ça, c'est une idée de professeur Benwaiza que je trouve intéressante et que je commence à utiliser. Donc, j'attrape la sonde facilement sans me pencher sur le malade pour aller la prendre au niveau de l'appareil. Donc, on place sa sonde. On met l'aiguille sur la seringue contenant de la xylo directement. On enlève le mandrin et on entre avec l'aiguille de PL directement avec la xylo. Donc, remarquez l'angle de pénétration par rapport à l'angle sur l'écran, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas 90 degrés, ce n'est pas 45, c'est donc à peu près 50-60 degrés. Donc, c'est très important cette évaluation. Donc là, on est à droite du patient. Et on peut visualiser donc un geste qui a été fait au cabinet du professeur Benwaiza. J'espère que ça va passer. Il est passé. On l'avait essayé tout à l'heure. Oui. Tu présentes dans la clé. Là, tu as copié. Là, les souffles. Non, mais parce que le film. Non. Hein? Il fallait copier le film. Bon, je dois mais ça va pas marcher. C'est pas grave. C'est dommage. Donc, on avait deux films de... Persuade, il reste 3 minutes. 3 minutes, d'accord, je fais vite. Là, donc, c'est le patient qui avait hypoxite. Au scanner, il y avait un épanchement minime. On a retiré pas mal de liquide. On a fait une biopsie, donc quelques fragments, et une culture. La voie latérale, elle est moins utilisée que la voie antérieure. Ici, donc, chez un patient du professeur Kaïl, une coxite de SPA, donc latéralement, elle a fait le geste latéralement. Ici, on la voit. Alors, infiltration périarticulaire, surtout les moyens glutéaux. L'image statique, donc l'introduction du trocar sur un moyen glutéal. Il y avait un beau film, mais bon, on le verra une autre fois.
là, c'est une étude qui a été faite sur l'association des corticoïdes, de la xylocaïne et de l'acide hyaluronique en intra-articulaire et l'impact de l'association de ces produits avec l'acide hyaluronique. Et on voit que l'hexatrion, par exemple, diminue la viscosité de l'acide hyaluronique de façon très importante. Il n'en reste que 22%. Le cortisone, la lidocaïne, ici. Donc, actuellement, l'acide hyaluronique ne doit plus être associé aux corticoïdes ni à la xylocaïne en intra-articulaire. Pour la viscosupplémentation, au niveau de la hanche, il y a des études qui ont prouvé une efficacité indéniable. Et pour le PRP, les études sont en cours. La dernière méta-analyse n'a pas confirmé un effet. Et une étude qui a été faite, viscosupplémentation versus PRP, a conclu plutôt à la supériorité de la viscosupplémentation par rapport à la PRP au niveau de la hanche. Alors, je termine par la nomenclature du geste au Maroc. Il y a une nomenclature qui a été modifiée, mais qui n'est pas claire, elle laisse un flou dont on profite pour le moment avant que les choses ne soient très tranchées. Et c'est par rapport à la France, par exemple, les choses sont plus claires, mais les gens s'estiment lésés pour des gestes de ponction éco-guidée à 47 € ou infiltration éco-guidée à 42 € ou biopsie à 94 €. S'il y a plusieurs biopsies, 134 €. Voilà. Donc l'infiltration de la hanche est devenue tout à fait accessible aux rhumatologues grâce au guidage échographique à l'hôpital comme au cabinet. Il faut s'y mettre, il ne faut pas avoir peur de cette articulation. Ça rend énormément service à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique. Voilà, je vous remercie.